Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Au titre de l'actualité, aujourd'hui, les visites de ministres étrangers en Algérie, les progrès réalisés par l'Algérie en matière de promotion des droits de la femme évoqués à New York, les aides financières des pays du Golfe pour soutenir l'Égypte, l'Union européenne divisée sur les sanctions contre la Russie. Le Premier ministre de la République fédérale d'Éthiopie, Haïlé Mariam Desalegn Bochet, effectuera samedi une visite officielle de 3 jours en Algérie à l'invitation du président de la République Abdelaziz Bouteflika, indique un communiqué de la présidence de la République. Les entretiens qui se dérouleront entre le président de la République et le Premier ministre éthiopien et les travaux qui auront lieu entre les deux délégations permettront d'approfondir et d'élargir les relations de fraternité et de coopération qui existent entre l'Algérie et l'Éthiopie, liées par une déclaration de partenariat stratégique signée en juin 2013 à Alger, et d'encourager aussi des échanges et des partenariats économiques mutuellement bénéfiques, relève la même source. Dans le même temps, la concertation politique au sommet entre les deux dirigeants permettra de raffermir la concordance de vues entre les deux pays sur des questions internationales et régionales d'intérêt commun, notamment celles liées à la paix, à la sécurité et au développement en Afrique, a-t-on ajouté. Le ministre norvégien des Affaires étrangères, Børge Brende, effectuera une visite de travail en Algérie samedi et dimanche 14 et 15 mars à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra. Cette visite interviendra à un moment où les relations d'ensemble connaissent un dynamisme qui vient conforter les relations d'amitié qui existent entre les deux pays, a indiqué vendredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Elle traduit également la volonté des deux pays d'approfondir davantage le dialogue politique, de consolider et de promouvoir les relations économiques et de partenariat. Au cours de cette visite, les deux ministres procéderont à l'évaluation de la coopération bilatérale et passeront en revue les questions de l'actualité régionale et internationale, a précisé la même source. Le ministre des Sports Mohamed Tahmi a reçu vendredi à Alger le prince jordanien Ali Ibn al-Hussein, candidat au poste de président de la Fédération internationale de football. Au cours de cette rencontre qui s'est tenue au niveau du salon d'honneur de l'aéroport international Houari Boumedienne, les deux parties ont abordé les différentes pistes offertes pour renforcer et diversifier la coopération bilatérale en matière de sport en général et du football en particulier. L'audience s'est déroulée en présence du président de la Fédération algérienne de football, Mohamed Raouraoua. Vice-président de la FIFA, le prince Ali Ibn al-Hussein a déposé sa candidature pour présider cette instance au même titre que le portugais Luís Figo et le néerlandais Michael van Praag. La ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Mounia Meslem, a mis l'accent à New York sur les progrès réalisés par l'Algérie en matière de promotion des droits de la femme et de son autonomisation, a-t-on appris auprès de la mission permanente algérienne aux Nations Unies. Madame Meslem a prononcé un discours dans le cadre de sa participation du 9 au 12 mars aux travaux de la 59e session de la Commission de la condition de la femme qui se déroule au siège des Nations Unies à New York. Madame la ministre a souligné les politiques et stratégies mises en place par le gouvernement algérien, visant notamment la poursuite des efforts pour l'éducation de la fille, l'amélioration de l'accès des femmes au marché du travail, ainsi que la promotion de sa participation à la prise de décision politique. En outre, Madame Meslem a affirmé que l'expérience de l'Algérie dans le domaine de la protection et de la promotion des droits des femmes pouvait servir de référence à d'autres pays de la région et dans le monde, en faisant savoir que des améliorations substantielles avaient été introduites dans l'arsenal juridique algérien relatif aux droits des femmes. Des amendements ont été introduits dans le Code de la famille, le Code de la nationalité et le Code pénal, en mettant en avant l'expérience algérienne en matière de protection des femmes ayant la garde des enfants mineurs. Par ailleurs, Madame la ministre a lancé un appel en direction de la communauté internationale en vue de redoubler d'efforts et de rester unis en vue de faire face au terrorisme transnational. Enfin, Madame Meslem a réaffirmé l'importance du renforcement de la coopération internationale et régionale et la nécessité de l'intensification des échanges d'expériences et de bonnes pratiques en vue de promouvoir la condition de la femme au sein de la société. En marge de sa participation aux travaux de la 59e session de la Commission de la condition de la femme, Madame Meslem a eu des rencontres bilatérales avec ses homologues de la Suède, du Brésil et de l'Afrique du Sud. Par ailleurs, Madame la ministre a participé à 3 réunions thématiques organisées conjointement par l'Algérie, l'ONU Femmes et d'autres pays. Durant ces interventions, Madame Meslem a fait état de l'expérience de l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme et la femme algérienne s'en est sortie pleinement victorieuse. La lutte contre le fléau de la toxicomanie devrait impliquer toutes les franges de la société, a estimé jeudi à Blida le directeur de l'orientation religieuse et de l'enseignement coranique au ministère des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Idir Mechnen.
La société dans toutes ses composantes est appelée à protéger ses membres contre les dangers qui les guettent du fait de la consommation des drogues, a insisté M. Mechnen dans une allocution lue au nom du ministère des Affaires religieuses et des Waqf à l'ouverture d'une journée de sensibilisation sur les drogues et la toxicomanie, organisée par l'université Saad Dahlab. Il a qualifié ce fléau de phénomène transcontinental très dangereux, menaçant la sécurité et la stabilité du pays, estimant que ce fléau s'amplifie et ronge notre société de jour en jour, avec le concours de dangereux courtiers au seul service de leur intérêt matériel. Il a rappelé à cet égard que l'islam interdit la consommation de tout produit qui pourrait nuire à la santé des citoyens, les ruiner matériellement et mener à la dislocation de sa famille. Dans une intervention, le professeur Oukili, chef du service des malades psychiatriques au CHU France Fanon de Blida, a déclaré que la toxicomanie n'est pas une maladie, mais un comportement négatif de la part de la personne concernée, qui peut causer des maladies chroniques dont la plus dangereuse est la schizophrénie. La sensibilisation tout azimut et par tous les moyens contre ce fléau destructeur est d'une importance capitale, a-t-il ajouté, mettant en exergue les efforts de l'État en la matière à travers ses forces de sécurité d'un côté et les structures médicales dédiées au traitement des toxicomanes de l'autre. Le taux d'analphabétisme a connu ces dernières années un recul remarquable en Algérie, a estimé jeudi à Tamanrasset la présidente de l'Association nationale d'alphabétisation, Iqra. S'exprimant lors d'une rencontre tenue à la maison de jeunes Houari Boumediene à Tamanrasset, en présence d'enseignantes des cours d'alphabétisation, Aïcha Barki a indiqué que l'Algérie a enregistré ces dernières années un recul remarquable du taux d'analphabétisme à la faveur des efforts déployés par les pouvoirs publics pour la lutte contre ce phénomène, traduit notamment par la stratégie nationale mise en œuvre qui a porté ses fruits. Rappelant que les efforts se poursuivent sans relâche pour atteindre les objectifs escomptés, elle a appelé les élus locaux à y contribuer à travers l'octroi de locaux devant servir de centre de proximité d'alphabétisation. Madame Barki s'est à cette occasion félicitée des grands efforts consentis par l'association de la wilaya de Tamanrasset dans la lutte contre l'illettrisme. Mettant à profit cette occasion, la présidente de l'association Iqra a présidé une cérémonie d'installation du nouveau bureau de l'association de la wilaya de Tamanrasset et a honoré des encadreurs de cours d'alphabétisation ainsi que des apprenantes. Ces dernières, inscrites en cours d'alphabétisation, ont favorablement accueilli l'initiative qui constitue pour elles une incitation à poursuivre leur apprentissage. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Koweït ont chacun annoncé vendredi 4 milliards de dollars en aide ou en investissement pour l'Égypte, à l'ouverture à Sharm el-Sheikh de sa conférence économique internationale destinée à attirer les capitaux étrangers. Ces trois pays sont des alliés du président Abdel Fattah el-Sisi depuis qu'il a destitué Mohamed Morsi en juillet 2013. Depuis, ils ont aidé l'Égypte avec plusieurs milliards de dollars. Chacun de ces pays contribuera avec 4 milliards de dollars, 3 milliards seront déposés à la Banque centrale et le reste servira à des investissements dans divers secteurs de l'économie égyptienne. Ces annonces ont été faites à l'ouverture de la conférence organisée à Sharm el-Sheikh, station balnéaire de la mer Rouge, pour attirer les investisseurs étrangers et relancer une économie égyptienne mise à mal par l'instabilité politique. Cette conférence est marquée par la participation des chefs de la diplomatie américaine John Kerry et britannique Philip Hammond, alors que d'autres pays occidentaux sont représentés par des ministres des Finances ou des diplomates. En Angola, de fortes pluies se sont abattues et ont fait au moins 62 morts, dont 35 enfants, dans la ville de Lobito, à 500 km au sud de Luanda, rapporte l'agence de presse gouvernementale. Dans le quartier Bairro Novo, les pluies ont provoqué un torrent d'une hauteur de 3 mètres, laissant derrière lui une vague de destruction sans précédent, selon les responsables des pompiers de la région. Le président José Eduardo dos Santos a présenté ses condoléances aux proches des victimes et instruit le gouvernement provincial de Benguela de prendre les mesures appropriées pour venir en aide aux familles touchées par ce drame. Mardi, les intempéries avaient déjà fait un mort, détruit 137 maisons et mis plus de 400 familles dans la rue à Luanda. Les pluies provoquent régulièrement des décès dans le pays, engendrant des glissements de terrain, des coulées de boue et des inondations dans les quartiers les plus pauvres. Elles avaient ainsi fait au moins 9 morts en avril 2013 et 6 en novembre 2012. Les 28 gouvernements de l'Union européenne ne sont pas parvenus à s'entendre sur un renouvellement dès la semaine prochaine des sanctions imposées à la Russie en raison de son rôle dans le conflit en Ukraine, qui expire en juillet, déclarait vendredi un responsable européen. Certains pays souhaitent que l'Union européenne reconduise sans attendre les sanctions visant les secteurs financiers, énergétiques et de la défense russe, adoptées en juillet dernier en raison de l'annexion de la Crimée et du soutien de Moscou aux rebelles séparatistes ukrainiens. Mais à l'approche du Conseil européen des 19 et 20 mars, il semble que la plupart des dirigeants européens ne tiennent pas à se précipiter
pour ne pas fragiliser encore davantage le cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine, conclu à Minsk le 12 février et qui commence à être respecté sur le terrain. Une majorité paraît se dessiner en faveur du maintien du statu quo la semaine prochaine. L'UE a en revanche entériné vendredi le renouvellement des sanctions visant des personnalités des sociétés ukrainiennes et russes accusées de porter atteinte à la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Le gel des avoirs et l'interdiction de voyager, imposés à 150 personnalités et 37 organisations, ont été renouvelés pour 6 mois jusqu'au 15 septembre. La justice suédoise a demandé à l'Australien Julian Assange l'autorisation de l'interroger à Londres où il vit reclus dans l'ambassade d'Équateur, annonce vendredi 13 mars la justice suédoise. Le cofondateur de Wikileaks a accepté la proposition par la voix de son avocat suédois. Le parquet suédois a décidé d'interroger à Londres le cofondateur de Wikileaks, Julian Assange, et d'effectuer des prélèvements d'ADN, espérant ainsi faire aboutir l'enquête d'agression sexuelle sur 2 jeunes femmes, fait qu'il a toujours nié. Ce changement d'avis du parquet suédois est lié aux motifs qui lui sont reprochés seront prescrits en août 2015, à savoir dans moins de 6 mois. Réfugié dans l'ambassade d'Équateur depuis juin 2012, il échappe à un mandat d'arrêt européen que la Grande-Bretagne compte exécuter dès qu'il posera le pied dehors. La police britannique surveille les lieux à cet effet 24 heures sur 24. Julian Assange affirme craindre que la Suède l'extrade ensuite vers les États-Unis pour son rôle dans la publication par le site internet Wikileaks de 250 000 télégrammes diplomatiques américains et 500 000 rapports militaires classés secret défense. Santé. Le tabac continuera d'être un fléau à l'échelle de la planète dans les 10 ans à venir en raison de l'augmentation du nombre de fumeurs dans les pays pauvres, en particulier en Afrique, selon une étude publiée ce vendredi. Un travail de chercheurs de l'université de Tokyo, publié dans la revue médicale britannique The Lancet, prévoit un total de 1,1 milliard de fumeurs en 2025 si la tendance actuelle se poursuit. Le constat est que la tabagie tend à migrer des pays du Pacifique et de l'Europe vers les pays d'Afrique et de l'Est de la Méditerranée, ce qui constitue pour ces pays un fardeau sanitaire supplémentaire important. Environ 6 millions de personnes meurent chaque année de la cigarette, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, en majorité dans les pays pauvres. Le tabac pourrait causer au total 1 milliard de morts d'ici la fin du 21e siècle, dont plus de 80% dans les pays à revenus faibles ou moyens. Des objectifs adoptés par l'OMS en 2013 visent à réduire de 30% la consommation de tabac pour les personnes de plus de 15 ans d'ici 2025, par rapport au niveau de 2010. On en arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur les antennes Media News.